Parlons beaucoup de code, de comment l'écrire, des technos, de comment sécuriser son code, ou même comment utiliser l'IA pour écrire le code. Mais tout ce code créé doit bien finir en prod à un moment. Et si on prononce de moins en moins la phrase « ça marche sur ma machine, donc ça devrait marcher en prod », c'est que justement il y a une prise de conscience du monde qui sépare notre machine de la prod. Mais alors, qu'est-ce qu'une bonne CI/CD ? L'IA peut-elle aider la CI ? Et surtout, mon usine logicielle peut-elle être entièrement automatisée ? Pour répondre à ces questions de production, je ne reçois pas Phineas Taylor Barnum, mais il s'y connaît en mise en scène. Julien, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Julien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, je m'appelle Julien Danjou, je suis ingénieur logiciel de formation. J'ai 40 ans, donc ma formation a été finie il y a très longtemps. Je fais de l'open source depuis presque 25 ans maintenant, j'ai commencé jeune. Il se trouve que je suis tombé dans le monde du CI/CD il y a quelques années maintenant et que j'ai lancé une petite startup qui s'appelle Mergify, qui évolue dans ce monde-là de DevTool et du CI/CD depuis 5 ans maintenant. Moi je trouve ça assez... quand j'étais CTO, bon, ça remonte aussi à un meilleur moment maintenant, mais il y a eu un moment dans mon parcours de CTO où ça a été ma petite marotte de faire des trucs, tu vois, qui automatisent, qui facilitent, qui fluidifient en fait ce travail entre le moment où quelqu'un a terminé de produire du code et le moment où ça finit en prod. Et je sais pas, moi j'ai adoré ce moment-là. Je sais que j'ai pas suffisamment creusé le sujet, mais il y avait un côté vraiment de se dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour produire uniquement la partie de code la plus nécessaire, quasiment la plus unitaire, et que tout le reste se fasse tout seul. Mais je vais toujours poser la question de est-ce qu'on peut vraiment tout automatiser dans cette démarche-là, ou est-ce qu'il y a quand même nécessité d'avoir un travail humain à un moment ? La réponse est oui, on peut tout automatiser, d'ailleurs on le fait chez nous. Et chez beaucoup de nos clients qui le font. Alors, on n'est pas responsable de toute l'automatisation, mais on en fait une partie. Oui, c'est possible. Et en fait, c'est souhaitable et c'est ce que font toutes les grosses boîtes aujourd'hui, tech, que ce soit Google, Uber, Facebook, ce que tu veux. Oui, bien sûr. En fait, t'as pas besoin de l'humain à aucune étape, si ce n'est... En fait, l'humain, et c'est encore plus vrai avec l'IA, l'humain, il doit venir ajouter le plus de valeur possible. Et cliquer sur des boutons et faire des tests à la main, par exemple, ce que tu vois encore dans beaucoup de boîtes, malheureusement, il n'y a pas de valeur à ça. Enfin, tu peux l'automatiser. Si c'est testé tous les matins, si le cliquer sur le bouton vert, ça affiche bien l'image, machin, en fait, tu peux l'automatiser, quoi. Une machine peut le faire. Donc, tout ce qu'une machine peut faire, et c'est même pas un truc d'IA, tu vois, c'est un truc vraiment bête et méchant. Tu sais le script à écrire pour le faire. Donc peut-être que tu sais pas toi, mais quelqu'un sait le faire, c'est sûr. Donc en fait, ça n'a aucune valeur. Donc tu peux tout automatiser. Nous, ce qu'on entre guillemets préconise, tu vois, c'est la façon de travailler qu'on utilise en interne et qu'on préconise et qu'on entre guillemets vend aux gens, c'est de dire, mais en fait, ce qu'on veut que les devs font, c'est partie du mouvement, c'est un peu, tu sais, on parle beaucoup de développeur experience en interne dans les boîtes, c'est dire ton développeur, il te coûte une blinde déjà, donc ce que tu veux, c'est juste qu'il écrive du code, et en fait maintenant il écrit plus de code parce qu'il a Copilot, donc en fait tu veux qu'il réfléchisse au code qu'il va écrire, qu'il dise à la machine écris-moi le code qui fait ça, et le reste c'est fini après, ça part en prod et ça marche quoi, et c'est ça que tu veux, et en fait jusqu'au stade où peut-être en fait ce sera les product managers qui diront à une IA écris-moi le code qui fait ça, et puis c'est terminé, ça va en prod. En fait c'est ce vers quoi tu tends à moyen terme. Je dis pas que les développeurs vont disparaître, mais ce qui est sûr, c'est que les développeurs montent d'un niveau en termes de ce qu'il faut coder, etc. Donc si tu es encore en train de dire, moi j'écris mon code, j'écris tout à la main, je lance les tests à la main, sur mon laptop, après je clique dans l'interface pour voir si ça marche bien, ensuite je copie mes fichiers par FTP, etc. C'est mort. Déjà parce que tu fais une mise en prod tous les 6 mois. Là où en fait le standard c'est d'en faire 20 par jour, enfin, on est 8 en ingénierie chez nous, on fait 20-30 mises en prod par jour, donc je veux dire c'est pas un souci de taille d'équipe quand tu as tout automatisé et que tu sais que ton truc marche, ceinture et bretelle,
bah t'as pas besoin de te dire bah non, en fait, le premier truc qu'on vendait chez Mergify, c'était de l'auto-merge. C'est de dire, en fait, quand ton CI passe et te dit ça fonctionne, qu'un humain a relu le code, parce que t'as quand même de la valeur dans la relecture des humains, un humain a relu le code, peut-être un product manager a relu le code pour le côté fonctionnel, c'est bien ça qu'on veut. En fait, le bouton reste vert sur GitHub, mais il n'y a pas de raison, tu peux juste merger en fait. Et c'est le premier truc qu'on vendait il y a 4-5 ans, avant que GitHub et l'auto-merge et compagnie. Et les gens nous disaient, non, vous êtes fous, on peut pas faire ça, on n'est pas sûr que ça marche. Bah, le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr que ça marche, vous allez faire quoi? Ah bah d'abord, on va déployer en pré-prod, et on va tester, après on va déployer en staging, puis on va retester. Ça ne peut pas coucher là, en fait, juste votre test, il peut être automatisé. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ils ont déjà des ingénieurs QA qui, en fait, savent pas écrire de code forcément. J'ai bossé avec des ingénieurs QA il y a 6-7 ans, ils avaient des cahiers de recettes dans un logiciel spécial et ils cochaient les cases dans le cahier de recettes pour dire oui, on a bien cliqué sur le bouton, oui, on a tapé cette commande, ça a fait ça, oui, on a fait ça. Genre, le boulot le plus chiant du monde, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans mon équipe où je bossais il y a quelques années, on avait un ingénieur QA qui faisait ça. On a vu avec Mehdi, qui est mon CTO maintenant, parce qu'on est dans la même équipe, on a vu ça, on a dit au gars, mais tu peux pas faire ça en fait, faire un script Python. Et du coup, on lui a appris à coder en Python. Et on lui a appris à automatiser son boulot, en fait. Et du coup, au bout de 6 mois, il avait tout écrit, ses cahiers de recettes, en Python, YAML, enfin les trucs automatisés. Et du coup, il avait plus de taf, quoi. Et il a été voir son chef en mode genre, ah, je vais tout automatiser. Et son chef a dit, mais c'est trop bien, et ben maintenant tu vas être chef et tu vas prendre à tout le monde à faire ça. Et du coup il est parti de notre équipe, donc on était vraiment dégoûtés, on s'est fait piquer, on s'est retrouvé avec un autre ingénieur qui lui ne savait pas coder et à qui on a dû tout apprendre. Mais parce que ça n'a pas de sens en fait d'avoir des ingénieurs QA qui font des trucs à la main comme ça. Alors il y a des cas particuliers si tu fais des trucs, tu vois, genre je sais pas, du hardware, ou effectivement des fois tu es obligé d'avoir, mais c'est vraiment des cas très particuliers. Mais quand tu fais du soft, ça a plus de sens, c'est ce qu'on faisait dans les années 90, mais maintenant on a tellement de techno, on s'est lancé des browsers headless pour aller cliquer sur des boutons, donc c'est bon quoi, le problème il est résolu, maintenant il faut juste utiliser ces outils-là pour automatiser tout de A à Z. Donc oui, tu peux tout automatiser dès l'instant où ton code il est passé sur une plateforme GitHub, GitLab, ce que tu veux. Ouais. D'ailleurs, le problème des tests, de l'automatisation des tests, c'est posé parce que justement, il y avait des gens en QA qui étaient devs et qui se sont dit, mais c'est pas possible qu'on me demande de cliquer sur des boutons 8 heures par jour, quoi. Il y a un moment, c'est impensable, quoi. Non, bah en fait, honnêtement, le ROI est pas bon, quoi. Enfin, tu payes des ingénieurs, surtout s'ils sont qualifiés. Et ça va alors que tu peux faire ça avec une machine qui coûte un pouillem. Après, l'investissement de départ, il est un peu élevé dans le sens où il faut écrire le code qui fait ça, on est d'accord, mais comme beaucoup de sujets, ça dépend de la culture de ta boîte et ça dépend si tu penses à long terme. À court terme, effectivement, cliquer sur les boutons, ça va plus vite. C'est-à-dire que passer 1 heure à cliquer sur des boutons, c'est imbattable parce que écrire les mêmes tests que tu vas faire en 1 heure, ça peut te prendre une journée. Donc effectivement, c'est 8 fois plus rapide à court terme. Le problème, c'est que cliquer sur les boutons, tu vas le faire 1000 fois. Donc en fait, si tu investis les 8 heures de dev au lieu de faire 1 heure de clic, bah en fait, au bout de 8 fois, c'est rentabilisé. Donc le ROI, il est infini. Mais si tu penses jamais à long terme et que tu es tout le temps dans une culture de oui, non, mais c'est bon, on verra plus tard. Ce qui est vrai aussi pour les tests de manière générale. On parle de QA et d'automatisation un peu au niveau UI, parce que c'est souvent un truc qui bloque, mais ça marche aussi pour les tests unitaires. Il y a encore plein de boîtes, je vois, qui font pas de tests, pas de rien du tout en fait. Et qui, non, c'est bon. Tester, c'est douter, mais non, en fait, tester, c'est bien, parce que tu sais que ça marche et t'as jamais de régression, tu reviens jamais en arrière, en fait. Donc t'es toujours en train d'avancer. J'ai vu tellement de boîtes, il y a 10-15 ans, qui codaient des trucs et qui shippaient des features, et le client revenait en disant « Ah, c'est super la feature, par contre, vous avez cassé l'ancienne... Ah, oui, pardon, je vous la corrige. Ah oui, vous avez corrigé, mais du coup, la nouvelle marche plus maintenant. Ah oui. Ah oui, on a bien testé. Et en fait, ça prend des plombs, mais tu perds un temps et tu perds de l'argent, surtout quand tu fais des forfaits ou trucs comme ça, et en fait, tu as vendu un projet de dev au forfait à un client, et en fait, ça marche jamais. Ton client, il est pas content de toute façon, quel que soit le prix, il est pas content parce que la qualité est pas là, et toi, t'es comme un abruti en train de retester des trucs à la main, et en fait, de toute façon, au bout de 6 mois, tu vas refaire des fixes, ou un autre dev va venir, refaire des fixes, et il va casser un truc qu'il savait pas que c'était comme ça, parce que tes tests servent de cahier des charges en fait, qui est un mot qu'on n'utilise plus, mais tes tests servent de cahier des charges. Donc si tu as ton équipe qui t'as forcément du turnover, ça a changé compagnie, si t'as pas de test de contrat qui te dit bah voilà comment ça marche l'appli, et si tu casses l'appli, tu casses les tests, du coup réfléchis bien à ce que tu fais, t'en sais rien en fait, t'as pas une connaissance, plus l'appli est grosse, plus c'est compliqué, donc ça se voit de moins en moins, mais il y a encore comme beaucoup qui bossent comme ça, et donc si t'as ça, tu peux rien automatiser en vrai, mais je pense que de toute façon t'es mal parti, à long terme t'es très mal parti, et
tu finiras par mourir et à disparaître parce que c'est un peu le dinosaure, quoi. Tu seras pas compétitif en fait contre des gens qui vont arriver en mode genre mais nous on ship des trucs super vite, ça marche tout le temps, donc en fait certes au début on va un peu moins vite parce qu'on écrit des tests, mais en fait très vite à moyen terme on dépasse tout le monde, quoi. Puis même au-delà de l'aspect rapidité, c'est que si tu es obligé d'avoir dans ton équipe des gens que tu payes pour cliquer sur des boutons pour tester les trucs, là où ton concurrent, lui, il paye que des gens à produire des trucs qui font avancer. En fait, le coût de ton produit est multiplié par je sais pas combien, juste parce qu'en fait, ton process n'est pas suffisamment fluide, en fait. Ouais, c'est un peu le principe, tu sais, des intérêts composés, quoi. C'est un peu plus t'écris des tests et plus tu builds par-dessus. En fait, comme tu reviens jamais en arrière, t'as une sorte d'effet cliquet où en fait tu fais que monter et que avancer, en fait, et tu reviens, t'as aucune chance, si t'as écrit des tests, de faire de la régression. Ça peut arriver, mais du coup tu te dis zut, il y a un trou dans la raquette, tu le bouches et ça n'arrivera pas 2 fois. Et c'est ça le truc, en fait, tu sais, c'est la définition de la folie, c'est faire 2 fois la même chose et imaginer qu'il y aura 2 outcomes différents. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu sais, ce n'est pas le cas, en fait. Si t'as pas de... Donc si tu fais ça, en fait, c'est un principe vraiment d'intérêt composé. En fait, tu fais que build et que avancer sans jamais vraiment revenir en arrière, ou très très peu. Là où tu peux avoir effectivement des gens qui n'ont pas ça et qui passent leur temps à faire des zigzags, quoi. T'avances pas en zigzag, pas vite en tout cas. Qu'est-ce que toi tu inclus quand on parle de CI/CD? Ça peut paraître un peu vaste comme sujet. Pour toi, la CI, elle commence où? Alors j'imagine que ça s'arrête au moment du déploiement. Ouais. Mais pour toi, la CI, elle commence où? C'est une question que je me suis longtemps posée. En plus, ça fait longtemps que je fais de la CI et que j'évolue dans ce monde-là. Donc je pense que j'ai mis plusieurs années avant de comprendre c'est quoi vraiment une CI. Parce que tout le monde n'a pas la même définition pour le mot. En fait, CI, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégration continue. Alors ça veut dire quoi, intégration continue? Ça veut dire que le concept de base, c'est t'intègres en continu. Ce qui veut dire en gros, tu merges en continu des trucs. Donc ça se rapproche un peu dans l'idée ce qu'on appelle le trunk-based development, où en fait tu fais des petites... en pratique, je vous la fais courte, mais c'est faire des petites pull requests que tu testes avec un système de CI, c'est-à-dire un système qui lance tes tests automatisés, etc. derrière, et tu merges ça dès que possible. Tu fais pas des branches. En fait, le contraire du CI, c'est de dire... c'est un peu pour ceux qui ont fait du Subversion ou des systèmes plus vieux de ça il y a 15 ans, c'est tu fais des branches où les gens bossent pendant 6 mois dedans, et puis au bout de 6 mois tu fais allez, on va merger toutes les branches, et t'as pas de test dans tout ça, quoi. Là où clairement on l'a vu, ça ne marche pas. Donc c'est ça que tu veux pas faire, et donc du coup je dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bossent en fait sur un truc qui est proche du CI, ou tu vois, qui sans savoir vraiment c'est quoi l'historique pour les petits jeunes. Alors du coup c'est ça, c'est là d'où on vient. Donc en fait aujourd'hui c'est vraiment ce que tu appelles le CI, c'est le système qui teste en fait tes petites PR que tu fais et qui va lancer tous les tests automatiquement et dire ok bah c'est bon, je te valide l'intégration continue, c'est-à-dire que tu peux merger cette pull request ou cette merge request parce qu'elle fonctionne. On l'a testé, elle fonctionne, donc tu peux la merger et passer à la suite. Et c'est vraiment ce côté-là. Ça s'arrête où? Ça s'arrête à ce que tu lances sur tes pull requests avant de les merger, sur ce que tu lances après tes pull requests, après les avoir mergés, mais qui n'est pas du déploiement, qui est vraiment je valide que ça fonctionne. Et après, ce qu'on appelle le CD. Alors CD, c'est Continuous Delivery, Continuous Deployment, il y a les deux. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que tu peux deliver sans déployer. Tu peux pas déployer sans deliver, je pense. Mais du coup, c'est comment tu ship un truc, donc ça peut être un tarball ou une image Docker ou ce que tu veux, et après comment tu déploies de manière continue dès que c'est prêt, quoi. Parce qu'il y a encore des gens qui vont jusqu'au CI, peut-être jusqu'au delivery, mais qui vont déployer à la main avec un bouton en disant voilà, ça je l'automatise pas parce que je veux être sûr que je sais pas, il y a personne sur mon site ou j'en sais rien, tu vois, tu peux avoir des raisons parce que tu peux aussi automatiser, hein, tu peux compter le nombre de visiteurs sur ton site, donc il n'y a pas de raison de pas automatiser ça non plus. Mais tu peux avoir encore une étape qui est pas totalement automatisée là-dessus. Donc le CI/CD c'est vraiment ça, et l'idée c'est vraiment d'automatiser tous ces trucs-là en fait. C'est pas de tester à la main, mais c'est de dire ton CI valide que ça fonctionne. Ton CD build automatiquement tes artefacts, ce que tu as besoin pour te déployer, et après tu déploies en prod automatiquement sur la plateforme de ton choix. Alors c'est souvent lié, du coup, la plupart des boîtes qui font ça bien, c'est souvent des boîtes qui font du SaaS, parce que c'est là où vraiment que ça a le plus de sens, quoi. Si à la fin ton truc c'est de graver des CD-ROM, effectivement tu vas t'arrêter souvent peut-être au delivery, mais après tu auras un cycle différent, etc. Mais celles qui font du SaaS et qui bossent bien, te déploient 10, 15, 20, 200 fois par jour, ça dépend ce que tu fais et la taille de ton équipe. Est-ce que du coup c'est limité, entre guillemets, on va dire, à des boîtes qui ont cette contrainte de déployer régulièrement? Tu vois, on va prendre un exemple peut-être drastique. Moi j'espère qu'ils en ont une, mais admettons. Tu vois, Apple, au final, ils ont une release majeure par an qui est... il y a une date précise
et tout le monde doit s'y tenir. Et ils font pas des déploiements, ils font pas 4 déploiements par jour. Sinon, ce serait infernal de mettre à jour ton iPhone 4 fois par jour. T'en reviendrais pas, tu vois. Est-ce que du coup, le concept alors, du coup, le CD, je vois bien. Effectivement, c'est limité à des boîtes qui font du déploiement de manière comme ça quotidienne. Est-ce que la CI, c'est du coup aussi réservé plutôt à des gens qui ont cette démarche quasi quotidienne de déploiement? Non, je pense pas. En fait, je pense que dans le cas d'Apple, tu vois, le déploiement va pas forcément se faire 8 fois par jour sur le téléphone, mais en fait, ils peuvent toujours builder des images d'iOS 20 fois par jour, en fait. À chaque nouveau commit, ils peuvent très bien dire, hop, on build une nouvelle image. Après, le fait qu'il la push pas en delivery sur ton téléphone, même si t'es en bêta ou je sais pas quoi, oui, parce que je pense que personne n'a envie. Mais ça veut pas dire qu'un développeur peut pas déployer sur un développeur Apple, sur son téléphone, précisément un truc pour tester, s'il a envie, ou pour l'utiliser, pour voir si ça marche, parce qu'à un moment, il faut quand même tester les trucs dans la vraie vie si tu fais du hardware, c'est le cas d'Apple. Donc je pense que tu peux aller très 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 loin, même dans le cas d'Apple où tu as un cycle de release qui est effectivement... Après, d'un point de vue produit, tu pourrais en faire un OS qui se met à jour en permanence. Il n'y a rien qui d'un point de vue niveau Apple, il pourrait le faire, même avec des nouvelles features. Les gens pensent que tu peux pas le faire parce que tu dis oui, mais la feature elle est pas prête. Mais en fait, la feature, tu la découpes en plein de PR, tu mets ce qu'on appelle des feature flags, et tu actives la feature que quand elle est prête et terminée, et tu sais qu'elle fonctionne, et bim, tu l'actives. Donc tu peux imaginer que même ton Mac, il soit mis à jour, tout le temps des mises à jour, avec des bugs fixes tout le temps. Tu le fais pas parce qu'en fait, t'as pas envie d'avoir un parc hétérogène. Dans le cas d'Apple, tu vois, c'est compliqué après en termes de support. T'as des versions intermédiaires que tu veux. Donc il te faut des marques en fait. Il te faut des marqueurs. Dire ok là stop, on déploie. Mais c'est parce que tu déploies. C'est un peu du B2C, c'est-à-dire que tu déploies chez des gens au final qui vont. Donc c'est un peu différent. C'est pas genre tout le monde a la même version. Le SaaS, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde a la même version en même temps. Quand tu déploies, tout le monde est upgrade. Que là, si t'es Apple et que tu fais 10 releases par jour, tu vas avoir le support, tu vas dans Apple Store, ils font vous avez quel commit vous? Ah mais celui-là, c'était vendredi dernier, le développeur n'est pas, il a fait, c'est mort quoi. Je dis, bon, mettez à jour. Du coup, ta réponse c'est tout le temps mettez à jour. Donc t'es obligé de faire des sortes de bundle comme ça, tu vois, un peu comme les service packs de Windows où t'as les gros trucs. T'es un peu obligé de faire ça, c'est différent. Mais tu vois, les distros Linux, elles font un peu ce truc-là où en fait, les packages sont mis à jour en permanence, t'as les rolling upgrades, t'as plein de trucs comme ça. En fait, tu t'en approches en fait. Je crois que c'était Arch Linux qui fait ça, où t'as pas vraiment de release, où c'est tout le temps continuellement mis à jour. Donc en fait, tu t'en approches. Alors, faire tourner de la prod sur ce genre de truc, j'en sais rien si c'est une bonne idée ou pas, mais c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, tu peux arriver à ce genre de truc, quoi. Et je pense que le problème des distros Linux, c'est que comme tu maîtrises pas tout de A à Z, c'est pas ton produit à toi, t'es un peu tributaire du produit derrière. Donc comme c'est communautaire, ça reste plus ou moins compliqué. Mais en tout cas, tu peux t'en approcher, en fait, c'est possible. Ok. Est-ce que toi, dans la partie CI, tu inclus tout ce qui est toutes les étapes de staging qu'il peut y avoir avec les pré-prod, Alors, c'est un vaste sujet. Je fais partie des gens qui sont pas fans de staging pré-prod. Disons qu'il faut avoir un très bon argumentaire pour me justifier qu'il fallait un staging pré-prod. Parce qu'en fait, quand tu commences à avoir un moment de staging, t'as plein de problèmes. T'as plein de nouveaux problèmes. C'est que ça a tendance à tirer les développeurs vers le fait que oui, j'écris des tests pour mon truc, mais je peux pas tout tester. Donc, je vais déployer sur staging. Le truc, c'est que staging... c'est rarement un environnement où en fait t'es tout seul, parce que des fois t'as une grosse infra, donc ça dépend de ce que tu fais, mais t'as pas forcément t'as un staging pour 200 développeurs. Du coup tu te retrouves à déployer tes trucs que tu es en train d'écrire pour tester sur staging pour voir, et en fait t'es pas tout seul, c'est-à-dire que t'as 50 autres développeurs qui font pareil. Donc en fait tu testes genre ton code dans un environnement où il y a d'autres codes de test d'autres gens, et donc tu vas dire ah bah c'est tout que ça marche. Non, en fait, ça marche pas ton truc. Ça marche parce que en fait, il y a ton voisin à côté qui a aussi mergé du code qui fait que ton truc marche. Mais tu t'en rends pas compte parce que en fait, tu es sur le même environnement de staging. Donc, tu as plein d'effets de bord comme ça, quand tu n'as qu'un seul environnement de staging, qui font que c'est une très mauvaise idée. Tu es stable dans un environnement instable. Donc c'est ça. Et donc, en fait, tu sais pas. Donc, tu dis, ah, mon truc marche pas. Mais en fait, si, il marche sur la prod, mais c'est pas sur staging parce qu'il y a un mec qui a une feature expérimentale qui change. Non, donc mauvaise idée. Après, tu peux avoir un staging par développeur. Donc là, c'est faisable, mais du coup, on revient un peu dans le schéma que vous êtes tout à l'heure. Ouais, bah, du coup, tu laisses à la main tes trucs, tu es un ingénieur de QA. Quoi. Donc, par exemple, chez Mergify, on n'a pas de staging. Alors, c'est bizarre, et les développeurs qui arrivent chez nous, ils sont un peu genre, comment je teste l'appli? Je dis, bah, en fait, tu ouvres le fichier de test et tu écris un scénario de test. Donc, on fait du TDD, quoi. Tu veux me prouver que ça marche? Mais c'est pas dans staging que tu veux me prouver, c'est en écrivant un scénario de test fonctionnel qui prouve que ton truc fonctionne. Donc en utilisant l'API par exemple, tu vas faire tel call, tel machin, etc. Et t'écris le test et tu me prouves que ça marche. J'ai pas besoin d'avoir un truc déployé
Et si ça marche pas en prod parce qu'il y a un bug, parce que dans la base de données, il y avait un truc qu'on n'avait pas vu. C'est ça le truc, en fait. Souvent, le staging, t'as pas les données non plus de la prod, en fait. Donc, en fait, tu peux avoir des bugs qui arrivent parce que dans la prod, on a une ligne dans la base de données, elle a un emoji bizarre et du coup, on n'a pas testé. Bah, tu prends les données de la donnée de la prod qui pose problème, tu écris un test unitaire avec, tu mets le fixe et tu le déploies et tu prouves que ça marche et que ça marchera toujours parce que tu as écrit un test. Et donc, du coup, avec ce genre de truc, c'est assez difficile. Alors, il y a des cas particuliers, mais c'est assez difficile de manière générale de dire ouais, mais il faut staging, pré-prod et compagnie. Parce qu'en fait, tu testes pas vraiment plus que tu pourrais tester en CI et quand ce que tu testes est jeté en fait. Alors que tu fais un test qui est jetable en fait. Donc, tu n'investis pas à long terme, mais tu n'as pas ce principe d'intérêt composé de tester. Donc j'ai tendance à dire, bah en fait, staging, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu peux pas refaire un truc plus simple où juste t'as pas de staging et t'as une branche main ou prod où tu merges tes trucs et en fait t'as que ça. Y a, encore une fois des cas particuliers, mais de manière générale, j'ai du mal à trouver des bonnes justifications à ça. Ouais. À l'époque où j'étais CTO, moi dans ma siège, j'avais inclus un script en fait qui préécrivait tous les tests unitaires de manière automatique pour tout ce qui était créé en fait. Donc ça couvrait une bonne partie des use cases, mais il y en avait après qu'il fallait recustomiser bien évidemment de manière individuelle. Donc toi tu es en TDD, donc tes tests ils sont écrits avant que le code soit écrit. Est-ce que du coup on pourrait imaginer une démarche similaire mais inverse, où en fait tu ne fais que écrire les tests et après tu passes à un copilot qui va t'écrire la fonction qui... C'est ce qui se passe, je pense, aujourd'hui. Hein. Les démos de GitHub Copilot, il y a quelques mois, c'était... ils écrivaient le code et après, ils allaient dans le fichier de test et ils faisaient tab et hop, ça écrivait les tests. Parce que c'est ce que font les développeurs en pratique. Enfin, quand tu fais du TDD, je connais assez peu de gens qui vraiment font du TDD strict. En mode, j'ai écrit tous mes tests, maintenant j'écris le code. En général, tu fais un peu les deux en même temps et c'est pas grave, si tu veux. Mais oui, en fait, tu vas là-dessus. Parce qu'en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tes tests, c'est ton cahier des charges, en fait. C'est ton contrat entre ton code et la réalité. Donc, si tu l'écris... En fait, c'est assez facile et je pense que tu peux faire le test, prendre même un chat GPT, lui donner un test et dire écris-moi le code qui passe ce test, il va le faire en fait. Parce que tu lis le code, tu comprends ce qu'il faut que fasse le code et c'est une question d'interview technique limite quoi. Donc en fait, oui, tu vas vers ça en fait. Tu vas aller vers, en tout cas, si tu écris, ça va dépendre de l'état d'avancée de Copilot, mais tu vas arriver vers ce genre de truc à terme, ouais. J'en suis persuadé. Ouais. Est-ce que. Parce que du coup, donc on a parlé de toute la partie test, on a parlé effectivement de toute la partie de merge. Est-ce que pour toi, il y a d'autres aspects à la CI que tu inclus de manière conceptuelle pour toi ou que vous appliquez chez Mergify? Non, pour la CI, nous, principalement, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de tests. Je peux parler un peu de comment on bosse chez nous parce que je trouve ça assez intéressant. On est un peu un cas d'école et beaucoup de gens, je veux dire, s'inspirent de nous parce que ce serait très prétentieux, mais je veux dire, tendent à bosser d'une manière un peu similaire. Nous, on aime bien le concept de continuous merge qu'on market un peu en ce moment en disant, bah là, la manière dont on bosse, ça ressemble beaucoup au trunk-based development, encore une fois. C'est de dire en fait tu veux juste faire du code et après ça merge tout seul. Alors évidemment ça merge pas tout seul, ça marche pas, mais si ça marche, juste ça merge. Du coup ouais, on fait des PR sur GitHub, voilà, super classique, des petites PR en général, on découpe le plus possible parce que bah, plus ta PR est grosse, plus c'est chiant, personne veut la review, hein, ça c'est un truc, on parle beaucoup de teams qui font ouais les reviews c'est compliqué machin, oui, mais les reviews, tes développeurs ils bossent en tunnel pendant 2 semaines, après ils pompent des PR de 150 lignes, personne n'a envie d'aller les lire, hein. Je veux dire clairement c'est un problème, donc après ils trouvent des systèmes pour faire des demandes de review, tu sais, mettre la pression sur faut t'aller relire la PR, mais j'ai pas envie de lire cette PR, elle est horrible. Donc on les découpe beaucoup, on fait beaucoup de petites PR. Ça coûte plus cher en CI, mais en fait, j'ai déjà eu ce genre de questions, mais ça coûte cher en CI. Une grosse PR qui fait tourner une fois le CI, c'est moins cher, non, parce qu'à long terme, en fait, ce qui coûte cher, c'est pas le temps de CI, c'est les développeurs. Hein. C'est clairement, c'est imbattable. Notre budget développeur est beaucoup plus gros que le budget CI. Le jour où ça changera, on en reparlera. Du coup, on fait beaucoup de petites PR qui sont revues par des humains. On met 2 humains qui reviewent les PR chez nous. C'est un bon compromis entre trop d'humains, c'est trop de latence. En fait, ça demande trop de boulot. Et une seule, tu peux quand même passer au travers des mailles du filet. On a beaucoup de linters, de trucs comme ça. Donc les reviews, c'est pas des trucs, tu sais, genre le point virgule est pas au bon endroit ou tab versus white space. C'est vraiment, on a tous les linters font ça automatiquement. On fait du Python principalement pour le back. Donc voilà, tu vois, tu fais du rough pour formater automatiquement ton Python et avoir les bonnes pratiques automatiquement, etc. Donc tu définis tout ça avec des outils automatiques. Il y a tellement de trucs maintenant dans tous les langages que c'est même plus un débat. Et après, c'est vraiment d'un point de vue fonctionnel. Et en général, on fait aussi une demande de review à la personne qui a créé le ticket d'origine. On utilise Linear pour traquer les tickets.
Donc on a un petit truc qui va vérifier qui a créé le ticket, en gros qui a créé la demande, et on le met en review en mode genre il faut que tu reviews parce que c'est toi qui as fait la demande, et donc ce serait cool que tu valides d'un point de vue fonctionnel si c'est bien ça qu'il fallait faire, parce que si l'ingé a pas bien compris le ticket parce qu'il a été mal rédigé ou j'en sais rien, c'est dommage de merger un truc qui est pas bon. Une fois que ça c'est approuvé et que le CI passe, donc on a des tests unitaires, fonctionnels. Donc ce qui est assez cool, nous on utilise notre produit fonctionne sur GitHub. Donc en fait, ce qu'on fait c'est beaucoup de calls d'API à GitHub. Donc la manière dont on fait les tests, elle est assez marrante, c'est qu'on a un système de record, c'est-à-dire qu'en gros on écrit des tests fonctionnels qui vont interroger l'API de GitHub pour lister les PR, les commits, les machins, tout ce qu'on a à faire. Et on enregistre toutes ces requêtes-là en fait quand on joue le test la première fois sur disque, et on les commit avec le code. Et dans le CI on rejoue en fait le code, et quand les requêtes partent sur GitHub, on utilise les fichiers qui sont enregistrés sur disque pour simuler les requêtes à GitHub. Parce qu'on ne peut pas spammer github.com en général dans CI, ça ne marcherait pas. Donc on fait ça, on a un système de recording comme ça, où on recorde les tests, on vérifie que ça fonctionne bien, et après on les rejoue dans le CI. Donc si jamais quelqu'un modifie le code, qui fait un appel différent à GitHub qu'on n'a jamais fait, le test échoue en disant bah là je sais pas si ça marche ton truc parce que tu fais plus le même appel à GitHub, donc il faut que tu re-recordes ce test pour être sûr qu'il fonctionne toujours. Donc comme ça on est sûr de tester les vraies API, pas faire du mocking d'API, ce qui est une bonne technique mais à vite ses limites parce que en fait tu peux avoir des changements de comportement. Même nous elle a des limites, hein, c'est que c'est déjà arrivé que GitHub change son comportement d'API sous nos pieds sans nous le dire. Donc nous on rejoue les trucs sur disque qui n'ont pas changé, et eux ils ont changé un champ. Alors que tout est rouge dans vos tests. Bah en fait c'est pas rouge parce qu'en fait on replay ce qu'on a sur disque. Par contre si on re-record ça devient rouge. Parce qu'ils ont changé un truc dans leur API sans nous le dire. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, hein, je le dis. Mais ils le font des fois. Et donc on a déjà des incidents comme ça où en fait on dit bah non ça marche. Et en fait on re-record, ah non mais ce test là il marche plus. GitHub ils ont changé, ils ont viré un champ, alors que d'où ils virent un champ, tu casses pas une API comme ça. C'est GitHub. Donc voilà, mais ça arrive très très rarement en vrai. Et donc du coup ce système là fonctionne bien. Donc comme on a tout ça en fait de tests, on sait que ça marche. Donc on peut prouver par A plus B que les scénarios qu'on a écrits en fonctionnel, etc. fonctionnent. Donc dès l'instant où ça passe le CI et que les humains ont approuvé, on met la PR dans ce qu'on appelle une merge queue. Donc on la merge pas directement, on a une merge queue. La merge queue s'occupe en fait de résoudre le problème des conflits sémantiques. Alors les conflits sémantiques c'est quoi ? L'exemple de base c'est que je donne toujours, c'est imagine tu as deux PR. Ok, tu as une PR qui fait import Toto et tu as une autre PR qui fait je rename Toto en Titi, le fichier. Tes deux PR elles fonctionnent, tu vois, indépendamment, il n'y a aucun problème. Le truc c'est que si tu merges la première PR, la PR qui rename le fichier, tu la merges, ton CI va se lancer, en général les gens lancent le CI après le merge, avant de déployer, ils disent bon bah ok on rename Toto en Titi, ça fonctionne, cool, nickel, on déploie. La PR qui fait import Toto, si tu vas sur GitHub, le test quand il a tourné, ça marchait, donc c'est toujours vert. Du coup tu peux cliquer sur merge. Tu cliques sur merge, et là ton CI fait hop 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 hop, ça marche pas du tout ton truc, la main c'est cassé. Et pourquoi ? Bah parce qu'en fait ton import il marche plus maintenant, il fallait renommer le truc. Donc tu peux pas, tu as mergé du truc, ça marge pas, donc ta branche main elle est pétée, tu peux plus déployer, et pendant ce temps les autres développeurs continuent de merger du code parce que eux en fait ils voient pas tout ça, ils ont déjà des trucs qui ont été testés 2 heures avant et compagnie. Donc dans les grosses équipes c'est un peu la cata parce que tu peux plus déployer. Donc si jamais tu as un hotfix à déployer à ce moment-là parce qu'il y a un truc à péter en prod et ben en fait tu peux plus déployer parce qu'il faut faire un revert de la PR, il faut trouver laquelle parce que tout le monde bon c'est le bordel. D'ailleurs le système de merge queue c'est pas un truc que nous qu'on a inventé, c'est un truc qui est utilisé par plein d'équipes. Le plus grosse boîte qui a sorti 2 papiers sur le sujet c'est Uber. Uber ils ont des centaines de développeurs qui bossent dans un monorepo. Ils ont ce problème-là, ils ont très vite vu qu'il leur fallait un système. Et en fait le système qu'il faut c'est quand tu merges une PR, quand tu veux merger une deuxième PR après, tu regardes si la PR elle est à jour en fait, si elle a été testée avec la dernière version de ta branche main. Et si c'est pas le cas, ben tu la mets à jour, donc tu fais un rebase, tu rejoues le CI, et là dans le cas que je donnais, tu verrais qu'en fait le rename du fichier casse la PR. Du coup tu dis au développeur, désolé ça marche plus, on peut pas merger ta PR, il faut que tu changes ton import Toto en import Titi. Et donc après ça marche, tu peux la merger. Et donc c'est ça le principe de la merge queue, parce que tu te rends compte qu'on appelle ça une merge queue parce que si tu prends toutes les PR que tu dois merger à un instant T, faut que tu mets dans une petite queue, les unes à la suite des autres, et que tu les traites une par une. Donc on utilise ce système-là, c'est un système qu'on a déployé, c'est un des services qu'on vend chez Mergify de merge queue. Et donc tu peux comme ça mettre tes PR dans la merge queue, donc on est sûr que ce qu'on merge va fonctionner, puisqu'on le reteste juste avant de merger. Donc on n'a pas de CI après sur main en fait, on fait pas dans le CI après, ça n'a aucun intérêt. Et on déploie directement, dans le cas on déploie sur Heroku, donc on build des images Docker, en gros qu'on pousse sur Heroku et ça déploie et c'est automatisé. Donc en fait on peut déployer 10, 20, 30 fois par jour de manière automatisée de A à Z. Tout ce qu'on a à faire c'est écrire le code, faire la PR et approuver ou pas. Donc, toi, c'est vraiment, tu as de la valeur humaine directement où en fait tu reviews
ton code avec des humains, donc en fait tu fais que discuter, écrire du code, quoi. Le reste, t'as rien à faire, à part maintenir le système si tu le fais évoluer, etc. Mais sinon, en day to day, il fonctionne et t'as rien à faire. Et c'est ça en fait qu'on essaye de pousser en fait. Et beaucoup des gens qui utilisent notre service, c'est d'arriver à un peu ce graal là où en fait t'automatises tout. Donc il n'y a pas de staging dans l'histoire, il n'y a pas tout ça parce que t'as pas besoin en fait. Parce que tu as suffisamment confiance en ce qui a été produit avant. C'est ça. Bah, t'es obligé en fait. Si tu fais pas ça, honnêtement, à long terme, c'est. Enfin, imagine que nous, tout ce qu'on fait, on est une toute petite équipe et on doit maintenir un système qui immerge des milliers de PR par mois pour tout le monde. En fait, tu peux pas. En fait, si on devait tester à la main, tout ça, c'est tous les cas possibles, imaginables, c'est impossible, quoi. C'est infernal. Ouais. Le système que tu évoquais là d'enregistrement des tests, c'est une solution custom ou vous utilisez un truc qui existe déjà ou Non, on utilise PVCR, si je dis pas de bêtises. C'est pas nous qui l'avons inventé. Il y avait un truc qui s'appelait. Il y avait une autre librairie, mais en Python, il y a une autre lib qui font ça. C'est PVCR, je crois qu'on l'utilise de mémoire. Et je pense que ça existe dans d'autres langages aussi. Hein. C'est pas un truc qu'on a inventé, mais un truc qui est vraiment cool parce que ça se plug à n'importe quelle librairie du genre HTTPX ou request en Python. Et hop, ça intercepte tous les calls, ça t'enregistre ça sur disque. Et c'est vraiment super bien. Je conseille ça si vous pouvez. En lieu et place ou en plus du mocking qui est chiant à maintenir et en plus c'est pas toujours correct parce que moquer tu le fais pas toujours bien, quoi. Et du coup ça t'enregistre automatiquement l'appel qui a été fait et ça te crée le test qui utilise les données automatiquement Ouais, c'est ça. En fait, si ton code fait par exemple un request.get en Python pour aller chercher une URL et que tu as dit à PVCR tout ce qui va sur telle URL tu me l'interceptes et donc du coup quand tu vas enregistrer ça va faire le vrai appel. Mais ça va intercepter le request et reply et ça va les enregistrer. Ce qui fait que quand tu vas rejouer le test en mode pas record mais en mode replay, le mode par défaut en gros, quand tu vas faire l'appel, il va intercepter ça, pas aller sur le wire, sur le network, faire la vraie request, mais il va lire le fichier et renvoyer à request par exemple ou HTTPX la réponse que tu as eue, etc. Donc tu peux rejouer ton test comme ça. Donc tu n'as pas besoin de modifier vraiment ton code, si ce n'est de dire à PVCR ou autre, bon, moi, toutes les URL comme ça, tu me les interceptes. Tu m'enregistres sur le disque, comme ça, quand je rejoue mon test, tu lis les données sur disque et pas sur le réseau, comme ça évite de faire des appels à l'extérieur. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour intercepter le cas que tu évoquais tout à l'heure, à GitHub qui change son... Tu peux pas. En fait, le seul moyen... Alors, tu peux. Ce qu'on fait, c'est qu'on re-record automatiquement toutes les nuits les tests. On a un système qui, toutes les nuits, vérifie que si on réenregistre les tests, ça fonctionne toujours. Parce que si tu peux pas réenregistrer en continu, tu peux pas faire des appels à une API comme GitHub ou autre tout le temps, sinon il te tape sur les doigts. Donc on le fait une fois par jour pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et si jamais dans la nuit on voit qu'il y a un test qui échoue et que le recording ne marche plus parce que, comme je disais, là on se lève le matin très furieux et on ouvre un ticket au support de GitHub et on corrige le truc en même temps chez nous pour que ça fonctionne toujours pour les clients, quoi. Ouais, je vois. Donc tu nous as évoqué l'ensemble des briques de la CI. Pour toi, c'est quoi imaginons une boîte qui n'a pas de CI, qui n'a absolument rien de tout ça. Pour toi, c'est quoi le premier truc le plus important à mettre en place pour l'équipe de dev ? Le premier truc important, c'est deux trucs. C'est le tout premier, c'est, et je l'ai déjà conseillé à pas mal de boîtes qui partaient vraiment de zéro, même il n'y a pas si longtemps que ça, c'est faites le fichier un peu de template de test, genre écrivez un test. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les boîtes qui n'ont pas de test, donc du coup qui n'ont pas de CI, c'est qu'elles ont l'excuse des devs, c'est genre mais je peux pas écrire le test, il y a même pas genre PyTest ou ce que tu veux en JavaScript ou autre pour lancer les tests. Donc faites la base de ok, même si le fichier il est vide ou qu'il y a un test qui fait assert 1 égale 1, on s'en fout, mais juste un truc qui prouve qu'on peut écrire des tests. Genre il y a juste à écrire le test en fait, il y a pas besoin de mettre en place toute la logistique de oh oui mais c'est quel framework qu'on va prendre. Tu fais du Python, tu prends PyTest, en JavaScript, je sais pas, ça va être Jest, un truc comme ça. Enfin, tu prends des trucs qui existent, tu les déploies, en Go c'est standard aussi, bref. Tu fais le truc, en gros, qu'il n'y ait plus que, tu sais, de filling the blank, juste tu remplis les blancs, en fait, pour le développeur. Du coup, tu peux aller sur la PR et dire au développeur, mec, là, en fait, tu as écrit du code. Alors, là, il faut que tu écrives un test. Alors, il ne pourra pas écrire tous les tests parce que des fois, il va partir de tellement loin qu'il va t'écrire 3 tests unitaires. Et tu vas dire, oui, mais du coup, ça ne teste pas tout. Fais pas chier le mec au début parce que sinon tu vas les bloquer. Donc vas-y par étapes. Dis juste je veux 2-3 tests qui prouvent que dans ton code, dans ta PR, il y a 2-3 fonctions utilitaires par exemple que tu as rajoutées, c'est cool, ou que tu as modifié, tu as rajouté le tel cas, tel support. Et ben écris ces tests là. Tu vois, et petit à petit tu vas construire ta bibliothèque de tests et tu vas solidifier ton code petit à petit. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, tu vois, ça dépend d'où tu pars. Enfin si tu pars de zéro, ça peut prendre 1 an, 2 ans, ça dépend de ta code base, etc. Mais si tu fais pas cet investissement là petit à petit,
Les gens qui disent on va passer 6 mois à écrire des tests, en faire que ça n'existe pas. Les gens qui doivent faire un sprint entier de tests, en fait faire des tests pour faire des tests c'est chiant. À un moment faut quand même aussi être c'est genre je vais tester, puis ça n'a pas vraiment de sens. Mais si tu as à chaque PR tu mets une policy, c'est un truc encore une fois c'est qui vient, il faut que ça vienne du haut, parce que j'ai déjà vu des gens, des ingés dans les équipes de dev qui me font ouais j'ai commencé à mettre les tests comme ça etc. Et je mais du coup t'as le buy-in de ton manager qui t'a dit non, mon manager il s'en fout. Si ton manager il s'en fout, en fait ton collègue il va dire quoi, tu fais des tests, mais il va te faire voir en fait. Et puis il va avoir le manager en disant ouais, alors il y a Kevin, il veut pas que je merge ma PR parce qu'il y a pas de test. Et il va dire oui, mais on s'en fout des tests. Depuis quand on fait des tests ici? Et toi t'es là tout seul. Donc faut qu'il y ait vraiment une volonté managériale de se dire oui, maintenant on veut améliorer la qualité, la vitesse à laquelle on ship, et on voit ça à long terme. Donc on va commencer à écrire des tests pour de vrai. En plus, si t'es le seul à écrire des tests dans ton équipe, et que la direction, enfin c'est pas une politique d'entreprise, il y a un moment ton manager va te dire je comprends pas, t'es moins productif que tous tes camarades. Ouais mais là faut changer de boîte, c'est catastrophique. Non mais là après c'est ça, c'est que si on est dans une boîte qui est court-termiste comme ça, il faut faire autre chose parce que c'est pas possible quoi. Donc faut voir ça comme un investissement. Effectivement ça peut te ralentir un peu au début, par contre à long terme c'est sûr que tu gagnes un temps fou, parce que quand t'as pas besoin de repasser 20 fois sur le même code parce qu'il marche pas et que tu le sais pas, donc il faut voir ça. Mais le truc c'est que faut bootstrapper le truc, faut vraiment mettre le pied à l'étrier. Et c'est pas si difficile, mais il faut avoir les briques de base. Donc, il faut que quelqu'un s'y coltine. Donc, mais c'est pas dur, vraiment. Maintenant, la barre est pas haute, quoi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et après, c'est une fois que tu as ça, c'est d'emblée de le mettre dans le CI, c'est-à-dire de lancer un GitHub Action, un Jenkins, un GitLab CI, ce que tu veux, et de dire, voilà, maintenant, c'est lancé automatiquement sur les PR. Ce que je préconise, ne faites pas l'erreur de rendre ça facultatif. Tous les témoignages que j'ai lancé un podcast, on en parlait, nous on a Pipeline où on parle de CI/CD avec des gens de la tech, des boîtes, des startups françaises, etc. Et les histoires viennent toutes les mêmes où en fait, ou alors on a fait un CI, mais du coup tu pouvais émerger quand même quand c'était rouge, mais en fait c'est rouge tout le temps après quoi. Nous on bosse avec des clients qui sont comme ça ou des prospects et ils nous expliquent leurs problèmes de CI, on a des flaky tests, on les tests, ils marchent une fois sur deux. Du coup en fait ils passent le temps à relancer les tests parce qu'ils veulent que ça fonctionne, et sinon juste tu merges n'importe quoi et du coup tu defeat the purpose, désolé pour l'anglicisme, mais en fait tu tues l'aspect intéressant du CI parce que juste tu dis non mais en fait c'est juste un nice to have. Non, c'est pas un nice to have quoi, c'est genre si parce que les devs de manière générale sont quand même des personnes assez paresseuses. Si tu nous dis ça faut le faire mais t'es pas obligé, je le fais pas. C'est ça. Donc et en fait si tu viens dans une boîte, je te dis tu viens pour une journée et je te demande de faire une feature. Et genre en fait tu vas faire le truc et tu vas pas faire les tests parce que t'es pas là le lendemain, donc tu t'en fous si c'est pas maintenu, mais voilà. Mais en fait si tu dis je vais maintenir ça pendant des années, en fait tu dois faire le test. Donc si tu bootstrap ça comme ça, en fait c'est assez facile après de construire petit à petit, parce que ce qui va se passer c'est qu'il faut que tu aies une politique où tu dises dans ma paire je veux un commit message, je veux du code propre qui passe les linters et je veux un test ou 2 tests, tu vois. Tu peux jamais tester 100% des cas parce qu'à un moment ton cerveau est aussi limité, donc tu testes les plus gros cas. Les code reviews servent à ça, à dire mais t'as testé le cas ou machin, ah bah non tiens je vais écrire un test pour être sûr que ça marche, et puis des fois tu te rends compte que ça marche pas, donc c'est cool, t'as un test de plus, et en fait tu construis ta bibliothèque de tests comme ça, et donc c'est là où la valeur de ton CI elle intervient, c'est qu'en fait t'as tellement une grosse couverture de test à la fin que t'es ceinture et bretelles et que tu peux déployer en prod 20 fois par jour. Mais pour y venir c'est bien d'y aller comme ça petit à petit. Et en fait, ce que tu vas faire surtout, c'est quand tu fais des bugs fixes en fait. Quand tu vas corriger un bug, c'est pas de déployer sur staging et de tester que ça marche. C'est justement de dire, ok, j'ai déployé un fixe et j'ai écrit un test qui prouve que ça fonctionne. Du coup, je sais que ça marche. Et en fait, jamais je retomberai sur ce bug. Parce que ça, c'est vraiment le truc le plus horrible en fait. Si vous bossez dans un truc où les gens corrigent tout le temps les mêmes bugs et font du ping-pong, mais non, c'est l'enfer en fait. C'est juste pas ton boulot n'est pas intéressant en fait. Comme tu dis, et à un moment, t'es juste là pour réfléchir à un truc intéressant d'un point de vue. Le code il est écrit par Copilot maintenant, donc toi ton boulot de dev ça doit être super haut niveau, de venir ok ça va être ça l'architecture. Pour l'instant ni GPT ni Copilot savent faire résoudre des problèmes d'architecture par exemple, de conception, de système large. Ils savent juste écrire du code et des tests unitaires à ta place, et ça va être de mieux en mieux clairement. Donc arrête de faire ça, c'est pas ça ton boulot, c'est de réfléchir à un niveau au-dessus. Donc réfléchis justement à ça, réfléchis à ce genre de truc, de dire ok comment on automatise, comment on va vers le fait où moi j'arrive le matin et je dis ok pour que ça marche, il faut connecter ça à ça, bim bam, des trucs que l'IA saura pas faire avant peut-être, je dis 10 ans mais bon ce sera l'année prochaine, désolé. Mais tu vois ce que je veux dire, et c'est ça, donc faut vraiment aller vers ce truc là. Donc si t'en es pas encore là, je pense que ça va faire sûrement beaucoup de mal à beaucoup de gens qui sont très en retard sur ces sujets là.
Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver entre guillemets au chômage parce que l'IA va arriver en disant si vous pensez que votre valeur c'est d'écrire du code, vous êtes mal barré quoi. Ouais, clairement. On a une question sur le live. Est-ce que tu aurais des conseils pour faire des scénarios de tests de qualité? Ouais, en général, en fait, c'est assez bête, mais le premier test, en fait, c'est de prendre ce que... Ça dépend comment vous bossez, mais si vous avez un product manager ou ce genre de choses, c'est vraiment de prendre la liste dans les user stories que vous avez, etc., de prendre vraiment ces cas bêtes et méchants. En fait, tu peux pas tester tous les scénarios, c'est impossible, en vrai. Tu auras toujours des trous dans la raquette. C'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir le framework et le mindset où tu te dis, OK, j'ai le framework, si j'ai un bug... Les gens te disent souvent, ouais, mais en fait, moi, je veux être sûr que quand je déploie, ça marche. Donc, je déploie une fois tous les 6 mois et j'ai vachement testé. Mais en fait, tu vois bien que les gens qui font ça n'ont pas moins de bugs que les autres. Le truc, c'est qu'ils sont beaucoup moins véloces à les corriger. Donc, par exemple, nous, on a des bugs, ça arrive, mais ils sont corrigés en moins de 30 minutes. Parce que notre CI, elle dure à peu près 6-7 minutes maxi. Le temps de build, il est de 2-3 minutes. Donc en fait, je dis 10 minutes en gros, parce qu'en gros, entre le moment où tu écris la PR, on l'approuve, on met un label hotfix, pouf, elle passe en premier dans la merge queue, bim, c'est buildé, déployé. En fait, c'est prendre 10 minutes, le bug, il est corrigé. Si tu as ce niveau d'agilité et que t'es pas en mode genre il faut que je corrige un bug, mais il faut que je reteste les trucs à la main, il faut que j'aille sur staging compagnie, il te faut une journée pour corriger un bug qui peut être critique. C'est pas le truc. Donc, faire tous les tests, c'est impossible et c'est pas grave. Ok, mais en général, dans tes user stories, dans ton produit, etc., tu sais c'est quoi que tu as à faire. Et donc, tester ces scénarios-là, d'un point de vue fonctionnel, c'est déjà beaucoup de taf en général. Juste de faire ça et de dire, bah, voilà, les cas canoniques qu'on m'a décrits, ils fonctionnent. J'ai pensé, parce que je suis un humain intelligent, et que voilà, à 2-3 cas en plus qui pourraient arriver, et j'ai même anticipé ce petit truc auquel le product manager n'avait pas pensé qui pourrait arriver, donc je l'ai anticipé, etc. S'il y en a d'autres, on les rajoutera. Parce qu'en fait, c'est vraiment une collection. Il faut voir ça comme, je sais pas, des cartes Pokémon, quoi. Tu fais des collections de tests, tu vois. Et donc, tu les rajoutes, en fait, et à la fin, ton truc est super solide. Donc, faut voir qu'aujourd'hui, tu fais du code sur le long terme, en fait. Tu fais pas du code jetable, en fait. C'est pas l'école, là. C'est pas un truc, c'est pas un TP, quoi. Donc, tu le maintiens sur le long terme, en fait. C'est une vraie construction. Donc, il faut que tu en prennes soin. Et ça en fait partie, quoi. Surtout que l'approche du test, c'est pas uniquement... D'ailleurs, enfin... Je crois qu'il y a encore trop de gens qui perçoivent le test comme étant mes tests sont là pour valider tous les cas possibles qui vont se présenter. Moi, de mon point de vue, le test, il est surtout là pour te dire je veux que les cas que j'ai testés, ils fonctionnent encore dans 2 ans. Ouais. C'est plus sur le long terme. Le test qui fonctionne aujourd'hui, en soi, on s'en fout que le test fonctionne aujourd'hui. L'idée, c'est s'assurer que dans 300 PR, ton test fonctionne encore, en fait, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui ait pété ce que tu as fait. C'est ça, c'est juste tu reviens jamais en arrière, en fait. C'est pour ainsi des intérêts composés et de cet effet cliqué, c'est que tu reviens jamais en arrière parce que tu sais que ça marche, tu as un contrat. Et il y a un autre aspect aussi, il y a ça c'est très important, mais il y a aussi un aspect sur le moment même, je trouve, c'est que je fais beaucoup d'emphase pour les développeurs sur le fait d'écrire un commit message, le code et les tests. Parce qu'en fait, ça te fait une sorte de triptyque et en fait, tu peux comparer les 3. Et tu te rends compte qu'en fait, le gars, il a écrit du code qui correspond pas à ce qu'il a décrit dans le commit message, qui correspond pas au test, tu vois. Et tu dis, à un moment, je vois pas là le scénario que tu testes, en fait, c'est pas ça qu'on veut et c'est pas ce que tu as écrit et c'est pas ce qu'il y a dans le ticket, donc en fait, ça va pas. Et en fait, tu as ce genre de... Parce que écrire du code, tu sais, c'est genre très abscon et tu fais bon bah ouais ça a l'air de faire ça, mais est-ce que c'est vraiment, parce que des fois tu peux pas comprendre le truc comme ça dépend de ce que tu fais, mais du coup t'as ce truc, tu dis le scénario de test, tu dis ok alors effectivement le test fonctionnel là il fait ça, il clique sur tel bouton par exemple, il fait ça, il vérifie bien ça à l'écran, ok ça me paraît cool. Bon pour les UI c'est pas toujours marrant de regarder des tests de Cypress ou Playwright ou ce que tu veux, mais ça t'empêche pas de regarder en vrai sur un déploiement de test tu vois à côté, mais au moins t'as les tests qui prouvent que ça fonctionne. Et tu dis ok bah c'est cool, c'est effectivement ce qu'on voulait et ça les 3 matchs bien, tu vois, l'explication du développeur, etc. Et donc nous on aime bien voir ces 3 trucs là pour comparer, même voir, on l'a plus maintenant, mais avant on avait la doc dans le même repo, donc en fait on demandait aux développeurs d'écrire la documentation. Alors maintenant c'est plus côté produit qu'on fait ça la doc parce que ça fait partie du produit et donc on l'a un peu sorti du scope des devs qui sont pas forcément plus les meilleurs rédacteurs techniques même s'ils font de très beaux efforts. Mais du coup c'est cool parce que qu'en fait tu lis la doc, tu lis le code, tu dis mais ça fait pas ça, y a un problème là, tu t'es trompé, toi. Et t'as vraiment ce côté là où c'est vraiment cool de pouvoir recouper ça et là l'humain a vachement de valeur en fait par rapport à ça. Peut-être que l'IA pourra aider aussi en lisant le code, la doc, en disant ça marche pas très bien, mais on a vraiment ce côté là qui est super intéressant d'avoir toutes ces infos. Quand tu parlais tout à l'heure du management qui doit s'emparer des tests, ça a généré un message sur le live. Je te passe un peu la patate chaude, comme on dit. Si les managers s'emparent du sujet des tests, on ne risque pas d'aller vers du micro-management.
Je ne pense pas, enfin pas plus que pour d'autres sujets à mon avis. Le micromanagement, c'est un problème c'est mon avis sur le management, mais de confiance et de délégation. C'est-à-dire qu'en gros, si tu commences à micromanager, c'est soit que les gens sont vraiment pas compétents et tu dois les micromanager. Et dans ce cas-là, t'as pas embauché les bonnes personnes parce que du coup, ça te demande un overhead en tant que manager énorme parce que tu dois te lever tous les matins en disant ok Bruno, il faut que tu fasses ça aujourd'hui parce que là vraiment j'ai besoin de ça. Et donc du coup, t'as pas des gens autonomes. Alors ça peut être des gens très juniors et compagnie, mais il faut très vite en sortir parce que sinon tu finis en burn-out. Surtout si t'as plusieurs gens que tu manages. Soit tu fais ça, soit à l'inverse, les gens sont très autonomes. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière. Je suis quelqu'un de très autonome. Je suis CEO, bordel. Et j'avais des gens qui me micromanageaient parce qu'ils me faisaient pas confiance. Et donc, si tu veux, s'ils te font pas confiance, faut pas qu'ils t'embauchent, quoi. Juste laisse-moi tranquille. Donc, ça se passe mal en général. Donc, je pense que pour les tests, il n'y a pas de micromanagement. En fait, c'est devrait être l'inverse. C'est que tu dois avoir un manager qui dit bon, mec, je veux que tu fasses cette feature et je veux qu'elle marche pendant les 10 prochaines années. Et qu'on passe après à autre chose. Ok ? En fait, si tu n'écris pas de test, tu peux pas répondre à ça. Donc, soit ton manager est assez intelligent pour te dire ça, ou il a pas besoin de te le dire parce que tu es assez smart pour dire bah oui, j'ai fait des tests, et ton manager te dit bah évidemment, et te faire un high five, tu vois, genre ouais, cool, on passe à autre chose. Soit tu te montres un truc où alors le développeur veut écrire le test, et donc du coup tu dois micromanager en disant mec, il faut que tu écrives les tests là, il n'y a pas de test là. Et effectivement, mais ça, c'est un problème de développeur. À un moment, il faut écrire des tests, ça fait partie du boulot de développeur, comme écrire un commit message, quoi. À un moment, il faut pas, c'est pas juste écrire du Python ou du Go, hein, le boulot, c'est plus que ça, quoi. Il y a toute une compréhension de l'écosystème, le travail en équipe, il y a plein de choses intéressantes quand tu es développeur. C'est pas juste, t'es pas payé au nombre de lignes de code, quoi. Voilà. Donc je pense pas que le micromanagement, c'est un sujet, mais pas forcément lié au test, je pense. D'autant que l'approche t'évoquait de dire au début il te faut 20% de code coverage, et puis après on passe à 30, puis 40, enfin tu vois, d'augmenter comme ça petit à petit les paliers. C'est aussi un moyen de, tu vois, enfin si t'imposes 20% de code coverage de test unitaire, ça va, enfin tu vois, c'est pas une pression colossale, mais tu mets, comme tu le disais, hein, tu mets le pied à l'étrier aux gens, ça rentre dans le truc, et petit à petit t'augmentes la barre. Tu parles du code coverage, je pense intéressant d'en parler. Alors parlons-en. Le code coverage, c'est une bonne métrique quand tu pars de zéro, mais après ça sert à rien. Parce qu'en fait, le code coverage, ça prouve juste que tu as des tests qui passent par du code, mais en fait, tes tests peuvent être nuls. Hein. C'est-à-dire que tu peux tester des cas complètement nuls et pas du tout les cas intéressants sur lesquels il y a des bugs. Donc, au contraire, tu peux très bien faire 200 tests sur le même bout de code et ça va pas augmenter ton code coverage, en fait, puisque c'est juste vraiment le pourcentage de code qui a des tests. Mais ça veut pas dire, ça juge pas de la qualité des tests. Donc quand tu pars de zéro, c'est cool, parce que du coup, tu es à zéro, et ça te fait une métrique pour avancer en disant, bon bah, on a un peu tous les aspects du code qui sont testés, mais avoir un Graal, tu dis, il faut qu'on ait 99%, sinon on est nul. Non, en fait, tu peux avoir 100% et avoir une code base nulle, et tu peux avoir 20%, et en fait, tu testes le plus gros, le plus important, et ça suffit pendant très longtemps à avoir. Donc, c'est une bonne boussole, mais c'est pas le Graal, quoi. Ouais. D'autant que j'ai entendu un truc il y a quelques semaines que j'ai trouvé assez ouf pour passer les tests de code coverage, enfin les critères de code coverage. Il y a des devs, du coup, en fait, ils créent leurs features, puis ils rajoutent 30 fonctions qui font juste un return text bête et méchant. Tu sais, c'est juste un copier-coller. Ouais. Et du coup, ils ont leurs 30 copier-coller de leur test merdique d'une fonction qui n'existe, enfin, fictive, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah, bingo, bravo, t'as 80% de code coverage, parce qu'en fait, t'as créé du code qui sert à rien, que tu as testé facilement. Ouais, bah c'est un peu le principe de, tu sais, je sais plus le nom de cette loi, mais en gros, tout ce que tu mesures, en fait, devient, toutes tes métriques, en fait, vont changer le comportement des gens. C'est-à-dire que si tu leur dis, les gars, vous aurez une prime si on a 99% de code coverage, et que tu as 10 000 lignes de code, crois-moi qu'à la fin du mois, tu auras 2 millions de lignes de code qui servent à rien, mais toutes testées, quoi. C'est genre, ouais, on sera à 99%. Bon, le 1% qui est intéressant n'est pas testé, mais... Donc en fait, il faut faire super gaffe à ce genre de métrique, c'est que ça peut être une bonne boussole, mais en fait, ça peut pas être le Graal, parce qu'en fait, si tu mets des objectifs et des métriques comme ça va forcément changer le comportement des gens, donc faut faire super gaffe à ça. J'ai bossé dans un projet open source il y a une dizaine d'années, OpenStack, où en fait, il y avait des gens qui avaient monté un site web. Donc OpenStack, c'était un des plus gros projets Python il y a plus de 10 ans. Pour faire une sorte de cloud open source concurrent d'AWS, et qui existe toujours d'ailleurs. Et en fait, il y avait beaucoup de boîtes qui contribuaient, et donc c'était un concours de celui qui contribue le plus, quoi. Et du coup, ils avaient fait un truc d'analytics poussé dans la communauté pour se tirer la bourre, en gros, hein, dire qui va contribuer le plus. Et du coup, ce qui était mesuré, c'était le nombre de lignes de code, le nombre de reviews, etc. Donc en fait, on voyait par exemple sur les projets où je bossais,
des boîtes, des Chinois, parce qu'il y avait quelques contributeurs de Huawei ou genre de boîtes, je sais pas que c'était eux, mais c'est des boîtes un peu comme ça, qui venaient et qui en fait monitoraient, avaient des scripts qui monitoraient les pull requests en gros, c'était sur Gerrit mais c'est pareil, et allaient regarder quand les core reviewers avaient approuvé l'APR, et qu'elle allait être mergée, il passait juste avant, il faisait un petit +1, un petit approve qui en fait ne compte pour du beurre, mais juste c'est comme s'il l'avait relu. Et donc les stats étaient super hauts quoi. En fait, il prenait pas de risque, c'est-à-dire qu'il savait que quelqu'un avait déjà, un humain compétent avait déjà approuvé la PR. Eux, ils passaient juste derrière moi genre ouais, moi aussi je suis d'accord avec lui. Et en fait, dans les stats, ils étaient genre ouais, nous on fait des plus grosses reviews en nombre que tout le monde, on est des super contributeurs quoi. Parce qu'en fait, tu mesures, t'as une sorte de KPI qui est pas bonne, et en fait, les gens, tu gamifies le truc, et en fait, ils gagnent le jeu, parce qu'effectivement, c'est optimisé pour. Donc ouais, tout ce que tu mesures comme ça va influencer le comportement des gens. Donc faut faire super gaffe à ça, il faut que tu trouves des bonnes métriques qui vont influencer le comportement des gens dans la bonne direction, parce que sinon tu vas te faire bouffer quoi. Et les développeurs sont très bons à ça, hein, je veux dire clairement, optimiser ce genre de truc, il n'y a pas de problème. Hein. Alors je découvre du coup grâce au live la loi de Goodhart, quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Voilà, c'est ce que je voulais citer, merci à la personne qui a trouvé le nom de la loi. Merci Andonari, effectivement très bon, très bonne ref. Quand on a parlé des tests tout à l'heure, là, tu t'évoquais qu'un des premiers trucs à faire, c'est de faire un template de test, tu vois, d'aider en fait les gens un peu à simplifier la démarche de créer des tests. De manière plus globale, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, la developer experience, la CI rentre quand même beaucoup dans ce truc-là. C'est un peu aussi tout ce qu'on appelle la création de boilerplate en fait. Ouais. C'est-à-dire que on peut aussi évoquer en début de projet ou quand tu commences à bosser sur une nouvelle feature par exemple, d'avoir un ensemble de scripts ou de choses qui vont te pré-créer un ensemble de fichiers, ton arborescence, tu vois, qui te structure un petit peu l'ensemble de ton projet et qui t'aide au global. Et tu vois, est-ce que ça pourrait presque rentrer dans ce concept de CI, ce genre de... Ouais, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin. Par contre, la question qui est intéressante que tu soulèves, c'est, j'ai déjà eu ce genre de conversation avec des startups, c'est à quel moment tu commences à écrire des tests. Donc c'est un sujet un peu plus startup-ish. Parce que quand tu fais une startup, tu vas faire un produit, enfin un MVP en général, un truc un peu à l'arrache. Et est-ce que tu fais des tests ou pas pour ce truc-là ? Parce que faire des tests, ça va forcément un peu te ralentir et que tu sais pas si tu vas le garder à long terme. Donc c'est une question ouverte sur laquelle j'ai pas forcément d'avis tranché parce que je pense que ça dépend, c'est du cas par cas. Si tu penses que tu vas tout jeter à la poubelle une fois que tu auras fait tes slides et que tu auras levé 20 millions de dollars, effectivement on fait pas de test. Si tu penses que ça peut te resservir, ça peut être cool assez vite de faire les tests. Mais en fait, c'est à quel moment tu commences à faire des tests et compagnie. Je sais que moi j'ai du mal à pas faire de tests parce que j'ai vraiment ce biais du mode genre en fait je sais pas si ça marche, j'ai pas envie de tester à la main, ça va plus d'écrire du Python que tester à la main, mais ça se défend. Après sur le côté boilerplate, je pense qu'une fois que t'as vraiment le truc qui lance les tests etc, rajouter un fichier et de faire enfin je sais pas, dans le pire des frameworks honnêtement c'est juste dev, test, machin et tu crées ton code et voilà, donc t'as pas besoin d'une grosse infrastructure tu vois, de création automatique. En général, je sais que nous, on fait un truc où, tu vois, l'arborescence des tests, c'est la même arborescence que le code. Ça, tu t'y retrouves facilement. Si t'es dans filter.py, bah, tu vas dans testfilter.py, c'est là où il y a les tests, en général. C'est pas rocket science, tu vois. N'importe qui peut retrouver ces petits, même à coup de grep ou autre, tu peux retrouver. Donc, je pense, si vraiment t'as pas, tu vois, t'as juste à ouvrir le fichier existant ou un nouveau fichier à côté et dire, bah, j'écris un test et c'est 4 lignes. Et c'est ce que font des trucs comme PyTest, hein, je pense que c'est pareil en Java ou autre, c'est vraiment très facile, genre la barrière d'entrée elle est pas très haute, même si tu connais pas, honnêtement, pour ceux qui ont jamais fait de test, il y en a encore, c'est vraiment, en Python c'est écrit du Python et tu fais assert quoi, en PyTest c'est ça, genre il n'y a pas vraiment plus stupide que ça pour vérifier que ça fonctionne, donc il n'y a pas besoin d'apprendre un framework incroyable, hein. Tu lire un test, tu fais ah c'est ça en fait, oui c'est ça, c'est genre pas plus compliqué que ça, et je pense que c'est pareil pour tous les langages maintenant, parce que justement, t'es ramené à un truc où effectivement quand tu faisais du unit test il y a 10 ans dans Python fallait faire self.assert equal machin, c'était chiant et t'as même plus besoin de faire ça en fait, c'est vraiment ultra simple, donc la barrière à l'entrée est tellement basse que tu vois le côté boilerplate et tout, je pense que au-delà de setup, PyTest, une fois pour toutes etc et bon, c'est bon quoi. Après la problématique que tu as sur les plus grosses équipes c'est qui est responsable, on peut en parler. Qui est responsable ? Parlons-en. Qui est responsable du CI quoi. Parce que ce que tu vois assez vite, c'est que ça c'est le côté bootstrap, mais ça sous-entend que t'as pas d'équipe de CI. Et en fait, dans les boîtes assez grosses, alors les équipes assez grosses, t'as vite la problématique que ton CI c'est pas juste les tests en fait, ça peut être tes runners, si tu tournes sur un Jenkins ou du self-hosted, de GitHub Action, machin, enfin bref. T'as plein de trucs donc, qui s'occupent de l'infra, du CI, qui s'occupent du fait que quand t'es dans un énorme monorepo,
avec plein de jobs, et quand tu fais une PR sur ton bout de code à toi, et qu'il y a un test qui fail, mais qui est à l'autre bout du code, c'est pas le tien, tu sais pas ce que c'est, parce que ton truc est gros, et que t'es avec 200 développeurs en même repo, qu'est-ce que tu fais ? Qui maintient ce truc ? Et c'est là où t'as des problématiques intéressantes, mais qui s'occupe de ça et qui maintient le CI ? Et c'est un vrai souci, et on le voit avec toutes les équipes avec qui on parle, où tout le monde a des réponses différentes. Les petites boîtes en général donc les petites équipes où t'es 10, 20, 30, ont souvent une sorte de mutualisation, où en fait l'effort est partagé parce que je pense que l'équipe est assez petite pour communiquer assez facilement. Mais plus ça grossit, et c'est encore pire dans les monorepos, parce que là du coup t'as vraiment une énorme CI au milieu de ton truc, et tu te dis mais pourquoi le test il tourne là, j'ai rien touché, ok c'est normal, c'est pas normal, il est cassé, c'est moi qui l'ai cassé, c'est pas moi, j'en sais rien, c'est la panique. Et donc ça c'est un vrai souci, et donc on voit aussi beaucoup d'équipes de CI qui se montent en fait, dans ces boîtes là, des équipes qui sont transverses, qui sont responsables de faire en sorte que les développeurs aient une bonne expérience, parce que c'est le sujet de la DX en fait qu'on voit de plus en plus ces dernières années, c'est de dire en fait ce que tu veux. Aujourd'hui un développeur qui vient chez toi, si t'as pas de CI, t'as pas de test, t'as pas de merge queue, t'as pas de déploiement automatisé, t'as pas de machin, genre le gars sa journée c'est écrire 1 heure de code et après faire 7 heures de vas-y je clique dans des trucs, je lance des scripts, genre c'est genre l'enfer. En fait soit il fait ça, soit il va bosser chez Google, ou juste il écrit du code puis c'est automatisé. Donc en fait à choisir, ton boulot c'est pas de lancer des trucs chiants à la main quoi, c'est juste d'écrire du code et créer de la valeur le plus possible, d'avoir un effet de levier en fait sur ce que tu fais. Et faire les trucs à la main c'est pas le cas. Donc si t'as pas tout ça, ton développeur, ta DX, ta développeur, elle est nulle. Elle est nulle dans le sens où le gars il fait genre c'est bon, période d'essai pas fini, allez salut, moi je vais aller faire autre chose. Donc t'es obligé d'avoir un truc où les gars viennent, ils ont un MacBook cool, ils tapent du code, genre il y a GitHub qui a lancé Codespace il y a quelques années, je pense qu'il n'est pas très utilisé, mais je l'utilise pas non plus, mais j'en suis fan sur le principe, parce que Codespace c'est en gros une image Docker qui tourne chez GitHub. C'est-à-dire que tu vas sur un repo, vous pouvez tester, tu appuies sur point et ça lance la touche point dans GitHub sur un repo et ça lance Codespace, ça te lance un éditeur, enfin VS Code dans ton browser avec l'environnement de CI prêt, et tu peux directement committer dans ton browser, et c'est ça que tu veux. D'ailleurs ils utilisent Codespace apparemment chez GitHub. Alors, tu peux aussi utiliser Codespace avec ton Emacs si tu veux, comme moi. Mais du coup tu as ce côté là où en fait tu veux que le gars il ait un laptop, tu as même un Chromebook, il aille dans GitHub, il fasse point, il modifie le code qui va bien, le test, il fait PR et bam ça part quoi. C'est ça ta DX, c'est que le mec il vient, il drop son code, bam, et il s'en va chez lui, c'est bon, ça marche. Si le gars il a un million de trucs à faire qui est inintéressant possible et qui n'ont pas de valeur ajoutée, il va bosser ailleurs quoi. Donc t'es obligé de prendre soin de ton hygiène de code, de ta developer experience, du coup d'avoir un CI et du coup d'avoir une équipe potentiellement qui s'en charge. Alors c'est souvent les équipes soit CI, soit developer efficiency, qui s'occupent du tooling en fait pour les développeurs, surtout quand les équipes commencent à avoir 50, 100 ingénieurs, que toutes les boîtes ont, tu vois, genre des Google, des Facebook, qui sont des équipes entières qui s'occupent que de ça, qui bichonnent leurs développeurs pour qu'ils soient super efficaces. Mais en fait, c'est parce que t'as des Formule 1 et tu veux qu'elles soient huilées comme pas possible pour qu'elles tournent à plein régime, parce que ça coûte cher les voitures de course. Ouais. Et tu veux pas que ton pit stop il dure 4 minutes quoi. Non, clairement pas. Donc t'es obligé d'avoir ce niveau d'exigence et de qualité et de maintenance, etc. Et c'est difficile, des fois, si tu veux, c'est un peu le problème du bien commun, mais de se dire, ok, on est 200 développeurs, on va tous s'occuper du CI, mais en fait, t'as l'effet de, c'est cassé ? Oh, mais c'est pas moi qui l'ai cassé. Voilà, je vais pas. Et moi, perso, j'ai autre chose à faire parce que j'ai tel feature à faire, donc je vais pas les tester. Donc il faut que t'aies des gens qui soient un peu, qui s'occupent de cette hygiène-là, mais en général, parce que t'as toujours des problèmes de flaky test, de trucs comme ça, par exemple, qui sont pas de ta responsabilité, et donc il faut aller tirer les oreilles à la bonne équipe, ou que l'équipe CI mette en place des trucs pour aider, enfin voilà. T'as plein de sujets comme ça, quoi. Ouais. Alors après, c'est vrai que la développeur experience, c'est un sujet qui est très récent. Moi, je t'en parlais depuis peut-être 2-3 ans, je pense, dans ces zones-là à peine. Est-ce qu'avec l'avènement, ou l'arrivée prochaine d'IA qui arrive à coder de manière de plus en plus... parce que tu vois, à mesure en fait que... tu vois, aujourd'hui, donc, le déploiement, ça se fait tout seul. Tu l'évoquais tout à l'heure au début d'épisode. Avant, on faisait ça avec un transfert FTP où tu choisissais les fichiers que tu copiais d'un serveur à l'autre. Aujourd'hui, du coup, tu as des armées de serveurs, tu as des clusters, tout ça, ça se fait tout seul. Le scaling, ça se fait tout seul. Le déploiement, ça se fait tout seul. L'intégration, ça se fait maintenant tout seul. Les tests, on arrive aussi à les générer a posteriori tout seul. Tu vois, petit à petit, on a un métier qui se fait rogner comme ça par... ce qui est une bonne chose, parce que copier des fichiers FTP, c'était pas la partie la plus ouf. Est-ce que du coup le concept de developer experience aura encore du sens quand on sera uniquement sur
ce que tu disais, en fait, prendre de la hauteur. Je pense que c'est justement le boulot des équipes de DX d'arriver justement à ce niveau-là, c'est-à-dire d'avoir un niveau en tant que développeur, t'as pas de frustration, t'as pas de barrière à l'entrée En fait, si t'es développeur, t'arrives, tu dis voilà, pour ce qu'on veut faire au niveau produit par exemple, il faut qu'on fasse ça techniquement, que ça marche comme ça, qu'on déploie ici, C'est quoi tes barrières en fait pour le faire? Si t'as pas de barrière, c'est-à-dire qu'en fait juste t'as qu'à lancer Copilot, dire voilà, écrire une fonction qui fait ci, fait ça, plug ça ici, etc. Et avec, ça va aller de plus en plus haut niveau, donc tu pourras peut-être juste dire ça à ChatGPT et il fera ok, pas de problème, je vais te faire des PR, bouge pas. Donc en fait c'est d'arriver à ce niveau-là, il faut y arriver en fait, et je pense que les équipes de DX, qui s'occupent de la DX en tout cas, sont voués à aller dans cette direction. Donc ça veut dire beaucoup d'automatisation, de l'IA au milieu, dans les endroits où ça fait sens. Après l'IA ça fait pas tout, mais pardon, ça permet d'automatiser la génération de beaucoup de trucs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec les LLM, quoi. C'est qu'on génère automatiquement des sorties du code ou des code reviews, si tu veux, etc. Mais il y a beaucoup de limitations techniques. En fait, le gros problème aujourd'hui de l'IA, c'est le contexte. C'est qu'en gros, tu peux pas rentrer... les contextes sont de plus en plus gros, et le seront de plus en plus gros, et je vais pas faire de prédictions parce que c'est pas mon... Mais voilà, ça fait qu'augmenter. Mais tu peux pas mettre le kernel Linux dans une IA et dire « Alors, comment ça marche? Explique-moi. Corrige le bug, machin. » Ou tu vois, qui disent « Ah, mais j'ai vu le bug tout de suite. J'ai les 100 millions de lignes de code en tête, c'est bon. » Ça marche pas. Donc, c'est très localisé. Donc, en fait, on a encore besoin du cerveau humain pour construire un peu cette sorte de maison de verre que tu as dans la tête en tant que développeur, où tu sais, tu construis ton modèle pendant que tu réfléchis, puis quelqu'un vient de parler, et là, putain, merde, le futur commence à zéro. Donc, tu as ce côté-là où pour l'instant, on l'a pas. Mais en fait, il faut que ce soit ton seul boulot, en fait. Moi, je pense que c'est ça le futur. C'est que, en fait, c'est ton boulot, c'est ça. C'est d'aller à ce genre d'architecture de réflexion. Et après, comment tu la poses, c'est que ce soit le plus fluide possible. Et donc, tout ce côté DX-là, il doit aller jusqu'à ce niveau-là où on te fluidifie le boulot et qu'en fait, tu puisses être le plus productif. C'est vraiment une question d'effet de levier, quoi. Donc, en fait, oui, ça veut dire automatiser, ça veut dire utiliser de l'IA pour les tâches mondaines, tu vois, pas très intéressantes, d'écrire des tests basiques. Oui, j'ai fait une fonction addition, en plus, non, ça fait 2, vas-y, crée les tests. Mais c'est vraiment ce côté-là, en fait, où tu fais plus tout ça. Donc, où est-ce que ça va se bloquer partout? Je ne sais pas. On t'envoie dans Copilot, sur GitHub, t'envoie dans c'est des gens qui vont faire des code review avec ça, des trucs de sécurité, il y a plein d'idées, etc. pour soit faire des trucs automatisés que tu faisais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs que tu peux faire automatiquement avec de l'IA, même avec peu de contexte, si tu veux localiser sur une PR ou localiser sur des trucs comme ça. Par exemple, nous, on fait de l'IA, on a un nouveau produit. Un des problèmes qu'on voit régulièrement dans les équipes de CI, c'est la CI ne marche pas, comme je disais, et donc tu as une équipe de CI. Donc, un des personas qu'on a beaucoup chez Mergify comme client, c'est les équipes de CI. Et l'outil sur lequel on bosse aujourd'hui à base d'IA, c'est en gros, quand ton CI il échoue, qu'est-ce qu'il fait le développeur? Il va lire le log du CI, il va chercher l'erreur à la fin du fichier, il va dire ok, c'est le test machin, mais ce test-là, j'ai pas touché, quoi. Vraiment, c'est pas moi, quoi. Donc je vais relancer le test pour voir si ça marche. Ah bah ça marche. Bon bah c'est un test qui est flaky, le test est mal écrit ou le code est mal écrit et bon le test échoue une fois sur 10 aléatoirement, pas de bol, quoi. Donc en fait il le sait pas, le développeur, et les autres développeurs ils vont avoir le même problème. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on lit les logs avec de l'IA, on comprend c'est quoi le problème, c'est quoi le test, et on voit que le développeur il a relancé une fois le test et que ça a marché. Donc on sait que c'est un test qui est flaky, qui fail avec telle erreur, etc. Donc en fait ce que tu fais en tant qu'humain, tu peux le faire avec une IA. C'est-à-dire que tu peux mettre une IA qui va lire le log et se dire ah mais en fait ce truc là j'ai déjà vu dans tel autre PR et dans tel autre PR, et un humain il peut pas faire ça parce qu'un humain il est pas sur toutes les PR de ton équipe, il peut pas lire tous les logs de toutes les PR de ton équipe, mais une IA elle peut faire ça, et du coup elle peut faire ce regroupement de ce qu'on appelle des CI issues, c'est-à-dire vraiment des bugs que tu as dans ton CI dû à des flaky tests, dû à des problèmes d'infrastructure du genre ton Jenkins il plante une fois sur deux, donc et on peut même dire au développeur en fait dans sa PR ok, ton CI, là, ton test, il a échoué, mais c'est pas de ta faute. C'est déjà arrivé sur 40 autres PR ces 6 derniers mois. C'est un test qui est flaky. Du coup, on a relancé le test pour toi. Comme ça, c'est vert. Tu peux merger ta PR. Et t'inquiète pas, c'est traqué par l'équipe de CI. Et t'as pas à relire les logs toi-même, en fait. L'IA va lire les logs parce que tu peux faire ça assez facilement, lire un truc et extraire les métadatas d'un test qui échoue, d'un bout de log, en fait. Sans avoir besoin de changer ton code, tu vois. Ce qu'il faut beaucoup de trucs, c'est qu'il se plug dans ton code de test et machin, etc. Mais là, ça marche pour tout, même si t'as un truc qui plante super tôt. On a même le cas chez nous où genre notre GitHub Action est planté parce que on n'a pas payé la facture. Du coup, tu as une erreur qui dit ah bah désolé, faut payer la facture avec GitHub Action, et notre système qui fait d'IA qui fait ah bah là, ok, tous les CI fail, mais c'est le même problème, faut payer la facture. Du coup, tu sais que le problème est facilement
résolu, puis tu fais genre on va payer la facture GitHub Action et puis c'est bon. Donc voilà, ça tu peux pas le faire si t'as pas un truc qui, mais en fait tu peux faire ce genre de truc. Donc où est-ce que tu vas plugger de l'IA après dans d'autres systèmes de CI, de dev, etc. C'est la vraie question. Moi j'ai la réponse pour le CI, on fait ça. Il y a sûrement d'autres gens qui feront d'autres trucs, mais tu vas vers ça en fait, où t'es assisté, où les tâches, où c'est pas juste un script à faire, tu vois, un truc où tu dis c'est cliquer sur un bouton. Le fait de pisser du code, ça va. C'est ça. En fait, c'est soit il y a deux façons d'utiliser l'IA aujourd'hui. C'est soit tu extrais des trucs, tu fais lire du texte à une IA et t'en extrais des informations. Soit tu as le côté chat, qui est beaucoup utilisé avec ChatGPT, etc., ou avec le chat de Copilot. Soit tu lui fais générer du code, du texte directement à partir d'une input, quoi. Ce que font beaucoup de boîtes pour l'écriture, etc., et donc pour le code avec Copilot. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait faire principalement avec les LLM. Donc c'est ce qu'on peut utiliser là à moyen terme pour faire avec plus ou moins de puissance, et ça fait que s'améliorer. Mais donc ça va venir enrichir la DX en fait, en mode où tu vas être assisté, et ce sera sûrement après dans d'autres produits du quotidien, tu vois. Je veux dire, ton iPhone fera ChatGPT bientôt. Mais on est les premiers servis parce qu'on est les développeurs, on est dans la tech, c'est cool. On a déjà accès aux API, et en fait bizarrement les premières personnes à utiliser les API d'OpenAI ou autres, c'est des développeurs, du coup ils font des trucs pour eux, quoi, tu vois. Nous les premiers. Mais et ça viendra après dans le reste. Donc on va tous assister comme ça, et dans la DX aussi, parce que ce que tu veux, c'est avoir cet effet de levier permanent pour augmenter ton ROI, quoi. Ouais. Top. Écoute, je vois que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle. Merci beaucoup, en tout cas, Julien, pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, les 2 questions rituelles. Il y en a une à laquelle tu as déjà répondu. Mais la première, ce serait, est-ce qu'il y aurait un contenu, tech ou non tech, que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs? Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une chaîne TikTok, une conférence. Si vous connaissez pas les conférences, on a fait une conférence sur CI la semaine dernière dont je parlais tout à l'heure. Je vous conseille, je suis biaisé, mais la conférence de Charlie Laurent, mon collègue, sur la merge queue, parce qu'on explique bien à quoi ça sert et en quoi c'est une pièce qui est souvent manquante dans le CI. Elle est en ligne sur YouTube pour la trouver. Okay. C'est plutôt cool si vous connaissez pas ça. C'est un concept qui est assez peu connu. Alors GitHub a sorti cette feature là l'année dernière, donc ça fait 5 ans qu'on fait ça, mais GitHub est en train un peu de rattraper le retard. GitLab ne l'a pas vraiment encore. Mais c'est super cool si vous voulez un peu vous améliorer sur le CI, vous pourrez apprendre 2-3 trucs, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais si vous voulez approfondir le sujet, je pense que c'est un bon contenu à regarder. Canon, on mettra le lien en description bien évidemment de cet épisode. Et la dernière question, je pense que ça n'a pas changé depuis, mais est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace. J'espère que j'ai pas changé d'avis, tu sais, en 3 ans. Je crois pas, attends, je peux regarder vite fait, mais il me semble pas. Tac. Non, t'as pas changé d'avis, t'étais déjà espace avant. Merci beaucoup, Julien. Merci, Bernard. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. On a parlé de CI, on a parlé de développeur expérience, qui est un vrai sujet passionnant. Je pense qu'on fait effectivement un métier formidable, et comme le dit Julien, on automatise beaucoup de choses pour notre métier dans un premier temps, donc on rend notre métier encore meilleur. Ce qui est plutôt une partie cool du taf. Et comme toujours, je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Ça favorise quand même beaucoup la viralité de ce podcast. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.